Bon, bonjour à tous et à toutes et merci d'être présents pour cette dernière table ronde de la matinée dans cette belle salle. Merci surtout à nos invités d'être présents aujourd'hui pour ce débat sur Netflix et télévision, un duel d'écriture. Donc bonjour et bienvenue d'être là à Louise Guigon, conseillère donc, de programme à la création originale de Canal+. Bonjour François Usan, scénariste et réalisateur. Et bonjour à Barbara Laborde, donc, qui est maîtresse de conférence à Paris 3. On est très content d'être ici avec vous trois aujourd'hui. On va passer 1 heure ensemble. On va essayer de garder un petit quart d'heure de questions à la fin pour pas toutes les questions sur la thématique et ce qu'on va poser et de ce dont on va discuter pendant 3 quarts d'heure. L'idée, c'est de parler justement des spécificités des écritures des séries. Est-ce qu'il y en a vraiment ou est-ce qu'il n'y en a pas tellement? Entre les séries de plateforme, on va plus parler de Netflix avec François, mais évidemment des séries télé, Canal+, avec Louise, et aussi TF1 avec François. Et l'idée, c'est d'avoir un regard le plus neutre avec Barbara, qui travaille notamment sur ce domaine à Paris 3. La première question qu'on voudrait vous poser à tous les trois, c'est pour vous déjà, est-ce que dans votre tête, vous avez une sorte d'architecture ou de panorama de comment fonctionne dans votre tête par rapport à ce que vous faites dans la vie, dans vos activités professionnelles, la télé, les plateformes linéaires, replay, etc. Nous expliquer un peu ce que comment vous le ressentez dans votre travail. Louise, peut-être pour commencer, de Canal+. Oui, bon, Canal+, c'est une chaîne de télé, mais c'est aussi une chaîne de télé qui est une chaîne payante, donc il y a un abonnement. Donc les gens vont prendre un abonnement pour avoir Canal+, qui la différencie aussi des autres chaînes en linéaire, voilà, de TF1, de France Télévisions. Bon, TF1 est une chaîne privée, puis France Télévisions, c'est une chaîne. Donc voilà, il y a quand même déjà ces différences-là. Et puis Canal+, c'est aussi une plateforme, c'est un agrégateur, voilà, de programmes. Donc il y a aussi une tendance, il y a effectivement le linéaire qui est important pour nous, mais on regarde aussi beaucoup le délinéaire et les commandes qui sont faites sur la plateforme. Donc je pense que ça, c'est important de le préciser. Donc Canal+ a un statut particulier, en fait, dans le paysage audiovisuel. Bon, les plateformes, l'arrivée de Netflix notamment, c'est un nouveau modèle. Après, moi, je trouve que le postulat du duel d'écriture entre les séries, que ce soit en plateforme, entre les plateformes et Canal+, c'est pas évident non plus, parce que je pense qu'il y a déjà qu'est-ce que c'est que d'écrire une série, comment est-ce qu'on écrit une série. Après, il y a les différentes cibles. Les cibles peut-être des plateformes sont différentes des cibles de Canal+ ou des autres chaînes, mais voilà, je ne sais pas s'il y a un modèle différent d'écriture entre les différentes chaînes. Voilà, si je peux commencer comme ça. D'accord, merci Louise. François, peut-être vous qui avez travaillé donc, et pour Netflix et pour le cinéma, notamment avec On sourit pour la photo qui va notamment à l'Alpe d'Huez. Il y allait il y a 1 an, mais peut-être qu'il y retourne. Non, c'était en janvier dernier. Mais donc, vous connaissez donc le milieu et de Netflix et du cinéma. Peut-être nous expliquer en introduction pour un peu ces différents médiums et ces spécificités. Oui, bonjour. Qu'il y ait une différence entre le cinéma et la télévision, ça c'est certain. Il y a des différences de temporalité, il y a des différences de financement, il y a des différences de public, et surtout avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui au cinéma, où clairement la fréquentation baisse, où la façon de financer un film est de plus en plus compliquée. Pour essayer de répondre dès le début à la question qui est posée, je vais vous spoiler. A priori, non, pas de duel, pas d'opposition. C'était le cas quand... Moi, j'ai fait une école qui s'appelle le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle à Paris, et je suis sorti en 2007. Et quand on sortait, quand on allait proposer des projets de série, la première question qu'on nous posait, c'était « Vous voyez ça pour quelle chaîne ?» Parce qu'en gros, un projet pouvait marcher pour TF1, pouvait marcher pour Canal, pouvait marcher pour Arte, pouvait marcher pour France Télévisions, mais a priori, si vous n'aviez pas cette chaîne-là, c'était très compliqué de le faire passer d'une plateforme à une autre. Un projet TF1 n'allait pas sur Canal, un projet France Télévisions n'allait pas sur Arte. C'était vraiment, vous écriviez pour une chaîne, et puis ensuite, éventuellement, vous l'adaptiez si cette chaîne, vous ne souhaitez pas avoir ce projet-là. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Il y a beaucoup plus un même projet. Alors, il y a des spécificités un peu déjà pour moi, là, c'est pas entre plateformes
et télévision, il y a autant de différences, je dirais. Il y a beaucoup de différences entre Amazon, Netflix, Apple+, Paramount+, qui arrive, Disney+, Schtroumpf+, et les gens sont en train de s'abonner. Non, ça n'existe pas encore. Mais donc, il y a beaucoup de différences entre toute cette plateforme. Mais au moins, aujourd'hui, et ça c'est une chance pour les scénaristes qui arrivent aujourd'hui sur le marché, un même projet peut aller beaucoup plus d'une plateforme à une autre chaîne, à Arte. On peut raisonnablement se dire qu'en thérapie, dont on parlait, aurait eu sa place aussi peut-être sur Canal ou sur Amazon. Donc, il n'y a pas tellement d'opposition là-dedans. Après, c'est de temps en temps des ajustements, comme le disait Louise, un peu de cible. C'est vrai que, en fonction des projets, c'est pour avoir travaillé un peu sur Netflix, il y a peut-être une cible peut-être un peu plus jeune, ou en tout cas qui est plus, sur lequel on est plus focalisé. Ça peut donner quelques ajustements d'écrire pour cette cible-là. Mais en tout cas, il n'y a pas de duel. Et sur le processus même d'écriture et de création, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de différence. Je rebondis sur ça. Je voudrais avoir un retour aussi de Barbara, qui a un œil moins engagé dans le milieu professionnel de la série télé, même des séries de plateforme. Parce que, notamment avec Grey's Anatomy, c'est un bon exemple parce que, pour le coup, c'est une série qu'on a tous vue à la télé avec 22 épisodes, je ne sais combien de saisons. Et c'est un modèle qu'on voit quasiment plus, enfin il y en a toujours, mais qu'on voit quasiment plus à la télé et qu'on ne voit plus non plus sur, que ce soit sur MyCanal ou pour le coup la création, c'est limité maintenant sur un nombre d'épisodes précis. Et maintenant, c'est vraiment une expansion à la création. Il y a énormément de nouvelles séries. Netflix en fait à la pelletée. Et est-ce que, pour le coup, vous avez vu la différence, ou en tout cas la mutation se faire ? Alors oui, sur Grey's Anatomy, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'était une vraie série de chaînes de network américains, donc c'est diffusé sur ABC, qui était quand même, quand elle a démarré cette série, un network linéaire. Et donc, il fallait penser à la pub. Un épisode de Grey's, 42 minutes, il y avait 5 coupures pub sur ABC. Donc il est évident que nous, on l'a vu quand on a découpé un peu de près les épisodes, les scénaristes pensaient à la coupure pub pour créer des mini cliffhangers en sachant qu'il fallait retenir le public parce qu'il allait avoir une coupure de publicité. Le public américain est habitué, c'était un format très très répandu de network. Et du coup, je pense que dans l'écriture, là, ça se jouait sur la question de il faut qu'on écrive avec cette idée que notre show, à un moment donné, s'interrompt pour de la pub, donc on essaye de créer une attente avant la coupure, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense binge-watching et puis séries qui sont disponibles de toute façon de manière délinéarisée sur les plateformes, je pense que cette conception de l'écriture-là n'est plus aussi forte. On arrive même maintenant à avoir sur des plateformes des formats d'épisodes qui ne sont pas les mêmes à l'intérieur d'une même saison. Donc de toute façon, l'écriture est forcément plus libre et plus ouverte dans la mesure où un scénariste peut se dire, bon bah là sur l'épisode 3 de ma saison 4, je peux très bien parier sur un format plus long parce que j'ai plus de choses à dire ou parce qu'il y a un personnage à qui il arrive quelque chose de particulier, etc. On est moins contraint quand même par le format télé linéaire qui était très très sectionné, segmenté et auquel le scénariste devait penser à un moment donné. Donc ça, c'est peut-être une différence qui s'est jouée là dans les 2 dernières décennies et qu'on peut sentir, je trouve quand même, sur les séries qui sont prévues et pensées dans l'écriture dès le début pour des plateformes et non plus pour des chaînes de télé qui étaient des chaînes linéaires. En dehors, effectivement, de la différence entre chaînes à péage, etc. La publicité, elle n'est pas vécue de la même façon selon les diffuseurs, on est bien d'accord. Et sinon, je rejoins complètement tout ce qui a été dit avant moi. Il y a vraiment actuellement une convergence des médias et des contenus. Donc, les différences vont en s'amenuisant, je pense. Et on pense différemment, effectivement, les questions du public. Mais en termes d'écriture, voilà, les choses convergent de plus en plus. J'avais juste ouais. Je crois que Louise est en total désaccord avec ce qui vient d'être dit. Pas du tout. Non, je voulais juste préciser quelque chose par rapport à... Il y a 2 choses, en fait. C'est vrai que nous, en tant que chaîne de télévision, par rapport à ce que tu disais sur la publicité, on a quand même aussi ce réflexe de réfléchir à la diffusion. Nous, on diffuse 2 épisodes de 52 minutes en une soirée ou 3 épisodes de 30 minutes quand il s'agit de séries de 30. Et c'est vrai qu'on a encore quand même ce réflexe dans l'écriture de se dire, bon bah là c'est la fin de notre première soirée, qu'est-ce qu'on met en place dans cette première soirée ? Alors après ça ne nous empêche pas de réfléchir à l'écriture évidemment du pilote et au cliff de pilote et à qu'est-ce qui nous emmène à l'épisode 2, à l'épisode 3, à l'épisode 4, mais on a quand même ce truc de se dire, bon bah
À la fin de la première soirée, qu'est-ce qui fait qu'on revient la semaine prochaine, parce que nous, on ne binge plus nos séries sur Canal+, et qu'est-ce qui crée quand même un rendez-vous. Donc je pense que ça intervient quand même encore dans les réflexes des chaînes. Et puis, par rapport à cette question et à ce postulat de départ du duel d'écriture, je pense que s'il n'y a pas nécessairement de différence dans la manière d'écrire une série, même si il y en a certainement dans les temporalités, parce que nous, on a un peu la réputation aussi de passer plus de temps sur l'écriture. Alors, le Bureau des légendes est un contre-exemple, parce qu'on était dans un modèle plus industrialisé, qui est d'ailleurs difficile de rendre, d'imaginer pour les autres séries, alors que Netflix crée des séries et les met à l'antenne quand même plus vite. Je pense qu'on est dans un rythme différent d'écriture. Mais je pense que le processus d'écriture d'une série reste le même, a priori, d'une chaîne, d'une plateforme à une autre, mais les lignes éditoriales des chaînes et des plateformes sont différentes, ce qui entraîne des besoins différents en termes d'écriture, d'auteur, de genre. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'en fait on fait tous les mêmes contenus, puisqu'en réalité on a des contenus très différents. Mais ça, c'est en fonction de notre ligne éditoriale. Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est deux choses qui sont pas, c'est assez paradoxal. C'est pour le coup, Grey's Anatomy, c'est 42 minutes. Et il y a deux exemples qui sont assez marquants selon moi. C'est par exemple TF1 qui coupe ses épisodes en deux. Avant, par exemple, Joséphine Ange Gardien, c'était 90 minutes avec deux pubs. Maintenant, je crois que c'est 45 minutes et il y a une pub ou deux pubs. Enfin, c'est découpé en deux. Au niveau de la durée, c'est géré différemment par rapport aux plages de pub. Et aussi, paradoxalement, autant Netflix par exemple que Canal sur je pense au Flambeau directement, avant Grey's Anatomy ou des grandes séries qui passaient à la télé américaine ou française, c'était 42 minutes, peu importe que ce soit un épisode final de série avec des gros enjeux. Et là il y a cette idée maintenant de faire des épisodes beaucoup plus longs. Le Flambeau, si je ne me trompe pas, les deux derniers épisodes sont un peu plus longs. Est-ce que c'est rentré en ligne de compte? Ce n'est pas forcément une grosse différence de temps, mais est-ce que c'est quelque chose qui a été pensé, pour le coup, cette question de changement de durée, plus dans une idée de voilà, on veut en faire plus? Non. Ou est-ce que c'était un pari? Je pense qu'aujourd'hui, en fait, pour nous, ce qui est important, c'est que le contenu prévaut en fait, sur le format, et on ne veut pas formater les choses a priori. C'est-à-dire que si l'épisode doit durer un peu plus longtemps, on a aujourd'hui davantage de souplesse, en réalité, dans notre manière de concevoir les formats. Donc évidemment, on essaye de ne pas avoir non plus des différences de 15 minutes entre les épisodes, parce qu'encore une fois, on reste une chaîne, donc on a des contraintes de programmation dans nos diffusions. Mais on se dit que si le dernier épisode doit durer 5-6 minutes de plus, c'est une liberté qu'on s'offre aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et par rapport à ça, donc François, vous avez donc travaillé pour Netflix. Et dernière actualité, c'est que Netflix va du coup offrir l'accès à une publicité moyennant un abonnement moins cher. Et est-ce qu'on ne retrouverait pas à ce moment-là, finalement, à nouveau, une perte de liberté? Est-ce que finalement les scénaristes Netflix qui travaillent pour Netflix à mon avis vont essayer aussi de cette publicité de d'écrire pour ces temps de pub ou pas? Est-ce qu'il va y avoir une sorte d'inversement ou un retournement? Aujourd'hui, là, c'est une question qui nous a pas été... Enfin, c'est une contrainte qui ne nous a pas, nous, été transmise en tant qu'auteur, pas du tout, sur Netflix. Après, je ne suis pas sûr, ça dépend de comment Netflix va mettre sa pub, je ne suis pas sûr que ce soit de la pub au milieu des épisodes, ce qui changerait la façon de construire les cliffs, etc. Ce sera peut-être plutôt avant ou après, comme ça arrive parfois sur certaines séries Canal, quand on les voit en streaming ou sur YouTube. Aujourd'hui, en tout cas, on ne réfléchit pas du tout comme ça en fonction de ces coupures pub. Les gens avec qui on travaille chez Netflix nous ont pas dit maintenant prévoyez de mettre un petit cliff au bout de 15 minutes parce qu'il y aura une pause pub. Après, par rapport à ce que disait Louis sur la souplesse sur le format, c'est vrai que c'est une liberté qu'on a aujourd'hui d'avoir, je sais que sur Family Business, il y avait des variations qui pouvaient aller de 3, 4, 5 minutes entre un épisode et un autre. Sur Lupin, pareil, parfois des épisodes étaient plus courts, parfois des épisodes étaient plus longs. C'est la nature de l'épisode, c'est le récit qui va un petit peu plus dicter la structure. Maintenant, sans folie furieuse, en passant de 26 à 52, parce que de toute façon, ces contraintes-là se heurtent toujours aux contraintes de production. Un producteur, ça ne lui revient pas, même s'il a été payé pour produire un 26, il peut produire un 30 ou un 32. S'il produit un 52, c'est qu'il a mal fait son devis
qu'il est en perte sur la série et c'est pas forcément malin. Donc on conçoit aussi un peu plus librement. Je sais que là sur la prochaine série que je vous engage à regarder le 20 janvier sur Netflix, En place, avec Jean-Pascal Zadi, Marina Foïs, Éric Judor et Benoît Poulvorde et Fadili Camara. Non, pas encore de visuels. Les visuels sont pas encore publics. On a un épisode 5 qui fait 27 minutes, on a un épisode 1 qui en fait 30. C'est vraiment la nature de l'épisode qui dicte la durée. Donc il y a plus de souplesse pour les monteurs, pour les réalisateurs, pour les auteurs là-dessus. Maintenant, avec toujours les contraintes de prod derrière. D'accord, alors on voulait amener maintenant qu'on a un peu discuté de cette question de format, amener à un autre sujet très actuel, c'est la question de la représentativité, notamment sur Netflix qui le fait avec une facilité incroyable mais sans derrière réel débat. Donc on a pu le voir sur les chroniques de Bridgerton par exemple, mais qu'on voit beaucoup moins encore dans les services de télévision, on va dire plus classique voilà, et standard. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a pas une vraie différence d'écriture qui se creuse à ce niveau-là sur ces questions de genre, d'égalitarisme ? Oui, ça se joue au niveau de l'écriture et je pense que ça se joue aussi beaucoup au niveau du casting. Donc, en fait, qui est une étape aussi très importante sur la représentation et la représentativité. Effectivement, nous, on a constaté que Netflix était très fort, en fait, sur ces questions-là et sur ces questions de casting. Il y a eu la série Drôle aussi, qui était vraiment super. Et nous, alors... quand même, je pense qu'on n'est pas non plus trop en retard sur ces questions, puisqu'on a quand même, dans nos séries, on essaye de beaucoup réfléchir sur la représentation, la représentativité, le genre, et c'est des questions qui nous animent. Mais on est, c'est vrai, de plus en plus volontariste sur la question. Et donc, à l'étape du casting ou dès l'écriture, voilà, on porte une attention très particulière à ces questions-là, et on essaye de faire au mieux, dans la mesure où c'est pertinent, cohérent avec le sujet et avec l'écriture. Voilà, parce que du coup, ce qui peut être un peu reproché à Netflix, c'est d'amener cette représentativité, tous ces contre-stéréotypes sans réel débat derrière, sans avoir pensé cela aussi dans le scénario. Et voilà, est-ce que ce ne serait pas du coup à la télé aussi d'amener derrière ces questions de débat et pas simplement la représentativité à l'écran ? Mais c'est-à-dire de débat ? Parce que, par exemple, dans les chroniques de Bridgerton, on a des personnes diverses, mais derrière, il n'y a pas de réel questionnement. C'est un peu une représentativité. Mais c'est intéressant, justement, que ça n'en devienne pas un sujet. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce soit représenté sans que ce soit un sujet. Et c'est ça qui est moderne, en fait, dans la manière de changer les représentations. Si à chaque fois, on représente quelqu'un en faisant un sujet de société, c'est là que, en fait, je pense qu'il faut assumer une différence de représentation sans avoir à l'expliciter. Et c'est ce vers quoi nous on va, en tout cas chez Canal+, c'est ce qu'on souhaite. Mais justement, je rebondis sur ce que disait Candice. Par exemple, sur Netflix, par rapport à la télé, je prends deux exemples. Tout à l'heure, on a quelqu'un de Sam. Et Sam qui, dans la saison 6, a une aventure avec une femme. Et l'aventure s'arrête à la fin de la saison 6, un peu abruptement. Il y a eu énormément de retours sur cela. Il y a une autre série aussi, il y a quelques années, il y a eu un pilote de 2 épisodes, c'était Louise, sur une femme transgenre, et qui a eu énormément de mauvais retours. Il y a eu de très bons retours, mais il n'y a pas eu de suite, et il n'y a pas eu forcément de séries, de grandes séries, on va dire, à la télé, que ce soit sur Canal, TF1 ou pas, vraiment sur le linéaire en diffusion télé. Enfin, moi je pense tout de suite à Scam, je me dis Scam c'est vraiment la représentativité pure, et justement par rapport à ce que dit Candice, est-ce que c'est pas juste on propose des canevas de séries, on rajoute des personnages LGBT ou racisés, ce qui est très bien, ça plaît au public, mais est-ce qu'il y a vraiment une interrogation derrière sur vraiment sur la société, où on va vraiment installer quelque chose? Parce que Scam au début, moi je trouve que ça a un côté très il y a vraiment, ça pose des bases, c'est extrêmement mouvant, on est vraiment avec les personnages, ça prend le temps. Et plus les saisons passent, plus c'est juste, on prend un schéma et on le répète, et juste, il n'y a plus rien. Et j'ai l'impression que c'est ça à Netflix, en tout cas. Alors, vous n'avez pas cité une série qui me semble très importante, qui s'appelle Plus belle la vie. Parce qu'on peut parler de Netflix, de Canal, etc. C'est là, ça a été là pendant des années. Il y a eu pendant plus de 3500, 4000 épisodes un personnage au bar qui était homosexuel, où c'était assumé, ou parfois c'était un sujet, parfois ça n'en était pas un. Ça a traité de beaucoup de questions de société.
Et ce que je trouve, qui est intéressant, c'est que le nombre d'épisodes a permis de temps en temps de focaliser sur des problématiques spécifiques à la communauté à laquelle la personne appartenait, et puis le reste du temps, c'était juste un Marseillais comme les autres, et c'était le cas aussi. Donc il y a eu ça qui était intéressant. Après, sur le questionnement dont tu parlais, c'est vrai que... je ne vais pas manger le micro, il est très proche, c'est bizarre, depuis tout à l'heure. Ouais, surtout le Covid. J'ai travaillé sur 3 séries où la partie appartenance à une communauté et spécificité était intrinsèque au sujet. Family Business, où c'était intégré, mais sans que ça devienne... Le rapport au judaïsme des personnages était surtout le fait qu'ils aient une boucherie cachère et qu'ils aimaient Enrico Macias. Après, la question de l'antisémitisme en France, on peut le dire, n'a pas été abordée frontalement avec Family Business, et c'était aussi le choix de se dire, voilà, c'est une série comédie, c'est assumer que c'est une famille juive, ils ont une boucherie cachère, mais c'est pas le sujet. Ça ne veut pas dire qu'on dissimule ce sujet-là, mais ça n'était pas le sujet. En revanche, sur Lupin, très clairement, c'était organique au concept d'avoir un personnage, Hassan Diop, qui était d'origine sénégalaise, qui était noir, et avant même que le pitch de la série soit dévoilé, on avait bien sûr un backlash stupéfiant sur Twitter de gens d'extrême droite qui disaient « Ah bah maintenant Lupin est noir, il ne manquerait plus que ça ». Vous avez peut-être vu la série, vous avez bien vu que Omar Sy n'est pas Arsène Lupin, il est Hassan Diop, mais évidemment qu'il était important, dans le cadre de cette série-là, d'adresser ce que ça représentait d'être un homme noir en France, un homme, mais on ne le définissait pas que par ça. Il était aussi père, il était aussi mari, il était aussi cambrioleur, il était aussi ami. C'était une dimension de la série dont, je crois, on n'a pas fait l'économie et qui est intrinsèque au concept, mais qui n'était pas tout. Et puis la dernière série, celle en place, avec Jean-Pascal Zadi, où c'est l'histoire d'un éducateur de banlieue qui se lance dans la course à la présidentielle. Évidemment que cette question est présente. Mais pour revenir, je suis d'accord avec ce que disait Louise. Je travaille actuellement sur une série qui s'appelle Le Signal, qui sera pour Paramount+, qui est l'adaptation d'un livre de Maxime Chatham. Et puis, on a un personnage qui est noir, okay, c'est une femme noire, et c'est avant tout un personnage, un policier, une femme qui enquête. On s'est dit que, comme tu disais, il y avait peut-être une modernité, y compris de la part des comédiens qui jouent ces rôles-là et qui disent « j'aimerais bien, de temps en temps aussi, jouer un policier, un avocat, un amant, un méchant, sans qu'on me ramène systématiquement à « on va plaquer sur ton personnage également, évidemment, la problématique » entre guillemets, qui pourrait se rapporter à l'appartenance à une communauté sexuelle ou d'origine, etc. Donc c'est important aussi, quand c'est un sujet, de l'adresser dans la série, mais dès qu'on a un personnage comme ça, de ne pas se dire « ah, plaquons quelque chose là-dessus ». Et non, justement, j'ai l'impression que c'est aussi une façon de faire rentrer ces questions-là dans le champ de vision de tout le monde, sans forcément mettre le doigt, sauf si c'est le sujet de la série. D'accord. Barbara, peut-être souhaitez-vous réagir là-dessus. Vous avez aussi notamment écrit sur la notion des genres dans les séries, notamment le souci aux autres. Est-ce que aussi par rapport à ces caractéristiques de personnages, dans la narration, vous voyez toujours des différences ou des points communs entre, pour la télé, pour Netflix, est-ce que Netflix s'éloigne de ça, de caractéristiques spécifiques à des genres ? C'est difficile de parler en général, ça dépend beaucoup des séries, ça dépend beaucoup des types d'écriture qui sont déployés. Je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu dans l'air du temps, hein, de s'interroger quand même sur cette question, d'ouvrir à une meilleure représentativité dans les contenus, dans les castings, etc. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est en route. Alors évidemment, peut-être avec des maladresses, encore parfois avec des moments où on peut se dire, ça aurait pu aller on pourrait aller plus loin, on pourrait davantage faire bouger les choses, mais je pense quand même quelque chose qui bouge, que Netflix soit proactif sur la question, oui. Alors après, moi, vous m'avez interrogé sur Grey's Anatomy, Shonda Rhimes a fait bouger l'industrie sur cette question, elle-même en tant que personne. Voilà, donc c'est pas nouveau non plus. Je pense que c'est plus quelque chose qui est en train de se faire, auquel on assiste, et donc forcément, il y a des choses qui marchent plus ou moins bien, qui sont plus ou moins conscientisées aussi, raisonnées, mises en débat.
débat même en interne, hein, des showrooms ou des écritures. Mais voilà, c'est en train de se faire. Donc il faut regarder ça, être attentif et puis quand même s'en réjouir parce qu'on arrive à voir maintenant dans des séries Netflix ou ailleurs d'autres types de physique, d'autres corps, d'autres normes, y compris les normes de la beauté, qui ne sont pas toujours les mêmes. On a des gueules, des gens qui sont plus ronds, plus maigres, plus petits, etc. Ça fait du bien aussi. Alors peut-être qu'il faut interroger aussi l'industrie, c'est-à-dire est-ce que dans les scénaristes, dans les producteurs, dans les réalisateurs, on a cette diversité-là. Allez-y. Ceci étant dit par, si je ne me trompe pas, 5 personnes blanches sur une tribune. Et c'est ce que je voulais dire. C'est en train de changer dans les writers' rooms, sur toutes les dernières séries sur lesquelles j'ai eu la chance de travailler. Il y avait déjà cette diversité dans les salles d'écriture, avec des gens, pas forcément, j'aimerais pas dire issus de l'immigration, avec des gens, des femmes, des hommes noirs, maghrébins, trans, LGBT. Et si je remonte d'un niveau, parce qu'on va sembler un peu vieux en disant ça, plus de femmes, tout simplement, par rapport à quand j'ai, moi, commencé à écrire il y a maintenant une quinzaine d'années. Donc maintenant, et j'en suis ravi, vous parliez de représentativité sur la série sur laquelle je travaille actuellement. Je travaille avec 2 co-autrices, dans la boîte de production 2 productrices, et dans la plateforme 2 diffuseuses. Je ne sais pas si ça se dit, donc on est 7, et il y a un homme. Et ça aurait été probablement moins fréquent il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc, si on veut une meilleure représentativité dans les séries, une représentativité plus juste, et pas une représentativité, comme vous le disiez, un peu au chausse-pied de temps en temps ou un peu plaquée, eh bien, cette représentativité, elle doit déjà exister dans les chaînes, chez les producteurs et parmi les scénaristes qui, forcément, parleront de façon plus juste et plus sensible d'expériences qu'eux-mêmes traversent et permettront de ne pas avoir peut-être cet écueil du stéréotype plaqué de dire bon, bah, alors je regarde mon casting, tiens, ce serait peut-être bien qu'il y ait quelqu'un qui soit homosexuel, etc. C'est plus du tout comme ça qu'on fait, qu'il faut faire. Et cette représentativité dans les chaînes, dans les boîtes de production, chez les directeurs de casting, parmi les comédiens et dans les scénaristes, ça participe aussi de ce mouvement qui donne une représentativité plus juste, plus naturelle et plus bénéfique pour la qualité des séries et tout simplement pour la représentativité dans l'industrie. Et justement, je trouve ça intéressant ce que tu dis, François, par rapport à toute la question de la représentativité dans la création, avant même, on va dire, le rendu final. Est-ce que c'est pas une spécificité française aussi, parce que on n'a pas là, on parle pas forcément de la création américaine, par exemple, mais les exemples qu'on s'est donnés quand on a préparé la table ronde avec Candice, c'est quand on parle effectivement de sorte de logique un peu d'assimilation où on va mettre que des personnages dans une représentativité un peu floue comme ça, juste pour. C'est quasiment que des exemples américains de séries Netflix ou pas forcément de network aussi. C'est pas forcément des séries françaises. J'ai l'impression que les séries françaises sont un peu l'exception. Au final, c'est vraiment, on le fait sincèrement, on le fait avec plus d'appétence et de goût. Est-ce que toi ou vous, d'ailleurs, tous les trois, vous trouvez dans vos visionnages et dans votre travail que c'est vraiment peut-être les États-Unis, en fin de compte, qui sont juste là, on met des personnages comme ça. Il y a tous les autres pays que je ne connais pas. Je ne pourrais pas m'exprimer sur la représentativité en Italie, au Danemark, etc. Sur la France, en tout cas, je pense qu'il y a eu beaucoup. Ça prend du temps. Hein. En fait, c'est comme pour les Jeux Olympiques. Si vous voulez des médailles en 2024, il faut commencer à vous entraîner en 2004. Pour la représentativité, elle arrive de plus en plus, elle est là, et il faut prendre un peu d'élan. Et il y a eu beaucoup de démarches, y compris par exemple une école qui s'appelle 1000 visages, sur lesquelles il y a une discrimination positive, c'est pas l'idée, c'est d'aller chercher les talents ailleurs et d'aller dire aussi à des gens qui peut-être se disaient bon, c'est pas pour moi ce genre de métier, à dire si, c'est aussi pour vous. Le CEA, le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, où j'ai fait ma formation, a ouvert une section réservée, si je ne me trompe pas, aux Outre-mer, pour dire, voilà, ça permet aussi d'avoir une meilleure représentativité à ce niveau-là. Donc oui, je crois qu'il y a une sincérité dans la façon dont c'est fait en France, qui s'accompagne aussi d'une vraie interrogation quand on a un personnage. Déjà, est-ce que c'est une question ou pas ?
sa couleur ou sa sexualité. Si ça n'est pas le cas, ouvrons le casting le plus largement possible. Et quand on adresse cette question-là, l'adresser non pas de façon plaquée, de voir comment ça s'intègre aussi. Ça n'est pas un service, je pense, à rendre à la cause, d'adresser cette question-là de façon ennuyeuse et un peu dogmatique et un peu professorale. Donc la question, c'est aussi de dire comment est-ce qu'on rend ça intéressant, excitant, intégré dans l'œuvre en elle-même, et qu'on ne se dise pas « Ok, c'est l'intrigue B ou l'intrigue C sur le personnage homosexuel, c'est chiant ». Non, parce que ça, ce ne serait pas servir la cause, et ce serait justement un peu sortir ça. Donc c'est dire comment est-ce qu'on intègre ça globalement, dès la conception, pour qu'il y ait une représentativité passionnante, parce qu'avant tout, on est là pour intéresser, distraire, et si on défend un propos mais que les gens zappent, c'est un peu dommage. Bon. Donc par rapport à ça, donc on voit quand même qu'au niveau de l'écriture, on essaye quand même de se greffer sur les changements sociétaux qui se font, notamment avec toutes ces questions de représentativité. Mais on remarque aussi ces dernières années qu'il y a un engouement aussi du public, une certaine nostalgie pour des séries des années par exemple 90. Donc on a des remakes de partout. On a par exemple Gossip Girl, on a les 20 ans de Friends. Il y a une sorte de nostalgie même de notre génération qui n'avons pourtant pas connu forcément ces séries à leur tout début. Et est-ce qu'on ne verrait pas finalement une sorte d'épuisement un peu à force de faire des remakes comme ça à tout va dans l'écriture? Sur la question des remakes, oui. Nous, on fait assez peu en fait de remakes à la création originale. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle création originale. Et c'est d'ailleurs pour ça que la création d'une série est quelque chose de difficile, de douloureux et de complexe. C'est d'essayer de trouver un concept de série et de l'écrire. Et puis d'essayer aussi de l'écrire et puis de créer des saisons et donc de faire une série récurrente. Donc moi, j'ai l'impression que sur la question des remakes, en tous les cas en ce qui concerne la création originale, on en a fait et on ne s'interdit pas complètement de le faire. Ce n'est pas une religion, mais enfin, on essaye quand même vraiment de trouver des concepts originaux et de les travailler en série. Donc, Et de ce point de vue-là, c'est vrai que Canal+ a sa singularité avec des très belles séries complètement originales. Et d'un autre côté, je pense que comme de tout temps, la nostalgie continue à avoir de l'avenir. Moi, j'étais content, je vous parlais d'un film, vu l'âge des gens ici, vous ne me connaissez pas, mais j'étais ravi de voir Cobra Kai sur Netflix, qui était une série adaptée de Karate Kid. Quand j'ai entendu la musique et tout, j'avais 12 ans, et des cheveux, c'est pour dire à quel point c'était il y a longtemps. Non, c'est pas spécifique aux séries. Je vous rappelle que dans 6 mois, Indiana Jones, à 80 ans, va être sur les écrans. Donc la notion de remake. Et puis, on se dit, Wednesday, mercredi, c'est un remake de La famille Adams, mais qui était elle-même un remake d'une série des années 50. Il y a la coexistence pour les deux, et peut-être que dans 20 ans, on sera ravis de voir une nouvelle génération de médecins qui auront été formés par ceux d'Hippocrate, et on sera content de voir ça. Non, il y a la coexistence pour les deux, des séries très originales, et il y en a sur les plateformes, il y en a sur Netflix, et puis aussi d'aller dans le sens de faire plaisir aux spectateurs. Et oui, on avait envie de revoir peut-être, en tout cas certains, Karate Kid. Donc non, il n'y a pas, j'ai l'impression, de mouvement particulier. Je pense que la question, on aurait pu la poser il y a 20 ans et on la posera encore il y a 20 ans. Il faut une offre globale et il y a encore un bon équilibre. Plus, je trouve, en série entre remake et produits originaux qu'au cinéma. Si on regarde le box-office américain, le dernier, dans les quelques dernières années, les œuvres originales qui étaient dans les 10 ou 15 plus gros succès américains, il n'y en avait pas. Il y avait celle de Nolan, Inception, voilà, des films originaux comme ça. Sinon, les 10 ou 15 premiers, c'est des suites, c'est des franchises, c'est des remakes. Donc la fiction télé, de ce point de vue-là, est aussi fonctionne bien. À la fois, il y a plein de séries Star Wars et à la fois, il y a des séries très originales. Justement, Barbara, est-ce que vous avez vu l'évolution, vous, dans vos travaux de recherche, de cette appétence à faire des remakes, à ressortir des séries, ou juste tout simplement des concepts de séries qui sont repris à toutes les sauces?
Oui, je pense que je suis un peu d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a un peu de tout, et tant mieux. Et le revival, le remake, etc., ça a toujours existé. Il y en a toujours eu. Et puis, bon, voilà. Après, la logique industrielle est que, effectivement, pour prendre moins de risques, quand un film coûte très, très cher, on préfère partir sur une fanbase qui est connue. On sait qu'il y a du monde, on sait qu'il y a un public, on sait que, voilà. Et donc, pour les gros films à gros budget, on va plus facilement partir sur des choses qui sont déjà en place, et donc faire du remake, voilà. Après, voilà, c'est une logique industrielle, donc elle n'est pas toujours la même, elle peut varier un peu selon les époques, selon les périodes, certes. Après, la question de la nostalgie et de faire revenir des séries des années 90, c'est peut-être tout simplement parce que dans les années 90, la série vraiment a été à un point d'aboutissement, de proposition sérielle absolument incroyable, avec des séries de ultra haute qualité, et que du coup ça laisse une trace, forcément, et qu'on a envie d'y revenir parce que c'est resté dans les mémoires aussi, tout simplement, de l'histoire de la série. Voilà. Mais je pense que des remakes, il y en aura toujours. Non, et je pense que c'est quand même effectivement une tendance, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus donc, de fenêtres pour les contenus. Donc, il y a une recherche de contenu, mais exceptionnelle. Enfin, je veux dire, tout le monde recherche des séries. Et créer une série, ce que je disais, c'est pas facile. Et donc, d'aller chercher aussi dans ce qui a été fait, d'essayer de le refaire, de le mettre au goût du jour aussi, c'est aussi un moyen de trouver du contenu, ce qui n'est pas évident. Et puis après, il y a la logique effectivement industrielle de ça a marché, ça pourrait remarcher. Et c'est parfois extrêmement créatif aussi de faire une adaptation. C'est pas que de la nostalgie, de refaire, et ça peut être vraiment super. Il y a The Staircase qui a été là refait en fiction. Enfin voilà, il y a une logique. En fait, l'adaptation est aussi une création en tant que telle, et c'est très intéressant aussi de travailler sur une adaptation. Il y a les adaptations de livres. En gros, il y a un vrai phénomène sur les IP aujourd'hui, c'est-à-dire sur quel IP on va s'appuyer pour créer un contenu. Et c'est un phénomène qui est certainement accentué par le fait que tout le monde recherche du contenu et qu'il y a de plus en plus d'acteurs. Et les contenus, il faut les trouver, il faut les inventer, puis après, il faut les écrire. Encore une fois, en sachant qu'a priori, les 2 films de 2023 qui vont le même marché en termes d'IP, il y en a un qui va s'appeler Astérix et l'autre, c'est Les Trois Mousquetaires. Donc en termes de recyclage et de nostalgie, voilà, c'est toujours là. Et c'est vrai que c'est rassurant. Une IP, intellectual property, c'est ça que ça veut dire, parce que comme je ne le savais pas au début. C'est rassurant pour un diffuseur de dire voilà sur quoi je vais me baser. Et puis il y a déjà des choses qui ont été écrites, mais effectivement, c'était passionnant. Là, d'adapter par exemple un bouquin de Maxime Chatham, qui est un auteur révéré, qui a une fanbase, et de dire comment est-ce qu'on l'adapte à une plateforme, comment est-ce qu'on inclut peut-être de la diversité là-dedans, c'est à la fois vertigineux parce qu'on se dit le bouquin existe, je vais essayer de ne pas le trahir, et puis le travail d'adaptation est passionnant parce qu'il y a moyen de recréer sur quelque chose qui existe déjà. D'accord. Par rapport à ça, Barbara, j'aimerais juste revenir avec vous sur un petit point. Vous avez évoqué le fait que les années 90 étaient un point, on va dire, d'effervescence de toutes les séries, notamment au niveau narratologie. Pourquoi particulièrement, à ce moment-là de l'histoire, de l'écriture sérielle, d'un coup, il y a eu une effervescence dans les années 90 qualitative qu'on retrouve peut-être moins un peu maintenant ? Oui, alors c'est toujours compliqué d'expliquer l'histoire. Je crois que les années 90, c'est aussi les années HBO, c'est aussi des années où il y a eu une rencontre entre des séries énormes et des publics dans plein de domaines, aussi bien les comédies, renouveau aussi du sitcom, du format du sitcom, renouveau aussi d'une envie télévisuelle pour le coup, du rendez-vous peut-être. Enfin, donc ça peut s'expliquer toujours par beaucoup de facteurs, c'est compliqué. Mais il se trouve que quand on se remémore de grandes séries, on peut remonter, je sais pas, les Sopranos, Six Feet Under, et puis après Sex and the City, enfin Friends, etc., etc. Voilà, enfin là, il s'est passé quelque chose. Après, l'expliquer, oui, il y a de la recherche dessus, on peut toujours trouver des causes, mais c'est polyfactoriel. De toute façon, il y a plusieurs facteurs qui ont joué. Des facteurs industriels, des facteurs sociétaux, des facteurs de tout ordre. Donc, c'est difficile. Après, il faut faire un cours dessus. Mais je pense qu'il y a des explications qui ont créé un noyau dur, on va dire, de l'esprit sériel, on pourrait dire. Après, qui va se décliner, qui va aussi se reconfigurer, qui va renaître de ses cendres peut-être, qui va voilà, mais qui est une bonne base de réflexion en tout cas pour une sorte d'historiographie de la série télé. Mais après, la série télé c'est un vieux format. Hein. Il y en a même sur l'ORTF en France, il y en a eu depuis le début de la télévision française.
j'entends, c'est vrai qu'on parle de les années 90, l'âge d'or. Mon point de vue, je pense juste que c'est le début d'un plateau. C'est-à-dire que je ne pense pas que Les Sopranos soient meilleurs ou pires que Succession. C'est juste que c'était à une époque où des bonnes séries, il y en avait une tous les 6 mois ou tous les ans. Aujourd'hui, vous avez Better Call Saul et Succession, et je ne pense pas qu'on soit dans le déclin de l'empire sériel mondial. Non. C'est-à-dire que c'est vrai, mais tout à fait, ça a été le début. Tout à coup, on découvrait ces choses-là, alors que les séries, a priori, c'était Mike Hammer, c'était Magnum. Bon, c'était des trucs un peu sympathiques qu'on regardait. Et tout à coup, effectivement, la qualité a grimpé. Et puis, je ne sais pas si ça augmente ou ça descend, mais effectivement, comme vous dites, ça a été le début de quelque chose. Une effervescence, mais il y a encore des bulles, et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et la multiplication des plateformes fait que, justement, il y a de la concurrence. Et la concurrence amène des effets négatifs, comme toujours, mais aussi une émulation. Et puis, de temps en temps, des merveilles. Succession en fait partie. Moi, j'ai beaucoup aimé Squid Game. Et puis, il y en a pour tout le monde. Mais voilà, c'est vrai que on est tous... ça a commencé. Tout à coup, il y a eu cet âge où on a dit, il y a eu 24 heures chrono, Les Sopranos, ça explose. Mais c'est une réaction nucléaire qui s'entretient et qui continue. Mais en fin de compte, ce que tu disais, Candice, avant, c'est qu'effectivement, il y a eu peut-être un point culminant dans les années 90, et aujourd'hui, on en arrive à avoir un tas de séries et une offre absolument pléthorique. Est-ce que, dans le milieu professionnel, est-ce que quand vous faites une série, quand vous construisez une série dans sa création, est-ce que vous vous adressez à une cible particulière parce que vous vous dites, effectivement, de toute manière, je ne sais pas, par exemple, Le Flambeau, je pense que ça va plaire plutôt à la génération 20-30 ans qui a connu le début de Koh-Lanta, qui adore Jonathan Cohen, qui a vu Family Business, ou est-ce que vous vous dites, non, ça va plaire à tout le monde, y compris au public relativement large de Canal, par exemple, hein. Déjà, au début de la création d'une série, avant la réflexion sur la cible, il y a vraiment la rencontre avec un auteur et avec sa vision et avec son envie et son univers. Donc nous, en fait, au début, quand on veut faire La Flamme ou Le Flambeau, c'est Jonathan Cohen, qui est un talent de la chaîne depuis longtemps, qui nous présente ce projet et on a envie de l'accompagner là-dedans. Après, la réflexion sur la cible, effectivement, on l'a, mais c'est pas premier chez nous. Chez nous, c'est d'abord l'accompagnement d'un auteur, d'un projet et son adéquation avec la ligne éditoriale de Canal. Et donc, c'est vraiment ça notre démarche. Après, je pense que La Flamme ou Le Flambeau, effectivement, on savait que ça s'adresserait à un public certainement un peu plus jeune que le public habituel de la création originale. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a élargi notre public. Donc en plus d'aller chercher le public de la création originale qui était déjà notre audience, ça a élargi à des plus jeunes. Et ça, c'est un enjeu pour nous aujourd'hui. Chaîne de télé, quand même plateforme, mais quand même chaîne de télé, d'aller chercher un public plus jeune. Parce que ça, c'est vrai que c'est une force des plateformes, c'est qu'elles ont un public qui est plus jeune que le nôtre. Et nous, c'est un enjeu aujourd'hui pour nous. Donc... on réfléchit de cette manière-là en réalité. D'abord le projet, ensuite la cible. Et si effectivement on peut avoir un public plus large, c'est intéressant pour nous et pour nos séries. D'accord, par rapport à ça, et notamment, donc on a dit comme il y avait une diversité de plateformes et de concurrence, mais du coup au niveau des auteurs que vous cherchez, vous devez aussi avoir donc une multiplication des choix d'auteurs. Par rapport à ça, est-ce que c'est pas du coup plus dur de s'y retrouver par rapport à autant de choix d'auteurs dans tout ça ? Je pense que nous, ce qu'on remarque en fait sur la question des auteurs, c'est qu'au contraire, on manque d'auteurs en fait, et que il y a tellement de fenêtres en fait de diffusion, tellement de projets en développement que les auteurs en fait, ils sont très occupés sur les chaînes. Donc nous, quand on cherche des auteurs, généralement, ils sont souvent peu disponibles. Donc il y a un vrai, c'est vraiment l'inverse. C'est vraiment comment est-ce qu'on trouve des auteurs, comment est-ce qu'on trouve des auteurs qui ont l'expérience de la série, qui savent écrire une série. Et puis voilà, il y a du coup les auteurs qui sortent d'école sont aussi très très sollicités. Donc comment est-ce qu'on trouve aussi des auteurs expérimentés, sachant que ceux qui sortent d'école sont pris parfois comme quasi showrunners d'autres séries pour des plateformes. Enfin voilà, il y a tout un équilibre. Et la question elle est plus là, comment est-ce qu'on trouve les auteurs, comment est-ce qu'on forme les auteurs, comment est-ce qu'on forme plus d'auteurs à la série télé. Moi, ça me stresse parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de concurrence. Mais c'est bien. Avant, il y avait moins d'écoles. Maintenant, il y a la formation. Toujours le CEA. Il y a la formation de la FEMIS. Il y a des formations aussi. Je peux citer Nanterre aussi.
C'est bon, c'est dans le service public, pardon. Et puis, ce que je veux dire, c'est que ça contribue aussi de la qualité. Je parle toujours cette histoire d'entraînement pour les JO. Faut former des sportifs 20 ans avant pour que 20 ans après, ils aient des médailles. Et ben là, parfait. Il y a des vagues successives. Maintenant, il y a 30, 40, 50 nouveaux scénaristes qui arrivent sur le marché tous les ans, alors qu'il y en avait moins avant. Ça ne peut que contribuer à la qualité, ça ne peut que contribuer à la diversité, ça ne peut que contribuer à enrichir les writers' rooms. Ces auteurs qui sortent d'école, qui sont d'abord juniors, vont devenir eux-mêmes formateurs plus tard. Donc, et paradoxalement, oui, on l'entend beaucoup, des chaînes, des plateformes. Alors, on manque d'auteurs, de bons auteurs, mais c'est vrai qu'il y a encore une pénurie là-dessus. C'est bon signe. Il y a eu de toute façon une explosion de toutes les fenêtres de séries. Aujourd'hui, avec le nombre de plateformes, j'en discutais avec un directeur de casting qui dit voilà, maintenant, et d'une, c'est compliqué de trouver des comédiens pour les séries, et de deux, vous leur demandez de s'engager sur 1, 2, 3 ans et plusieurs saisons. Et ça, c'est compliqué, c'est un engagement, surtout qu'on va aussi chercher des comédiens qui viennent du cinéma. Ils disent comment est-ce que je cale mes séries là-dedans, donc mes films là-dedans. Mais non, c'est pas difficile de s'y retrouver, j'ai l'impression, dans les auteurs. C'est bien qu'il y en ait de plus en plus. Et encore une fois, avec toujours cette notion de diversité qui est très prise en compte, j'ai l'impression, par les structures qui forment les scénaristes. J'avais juste une dernière question. Après, je laisserai ceux qui veulent poser leurs questions. Depuis tout à l'heure, quand on a construit la table ronde, la question c'était un duel d'écriture. On s'est vite rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de points de concordance. Et peut-être le premier d'entre eux, c'est le fait que tout simplement, par exemple, le modèle de MyCanal soit aussi un modèle qui intègre Netflix. Est-ce qu'au final, il n'y a pas de duel? Est-ce que vous considérez que c'est juste peut-être une question, en fin de compte, depuis tout à l'heure, on le dit, de cible, de cible de qui, vers qui on veut aller ou pas du tout? Il reste quand même cette notion de cible. Par exemple, si on cite un des plus grands succès de série récents qui est HPI sur TF1 avec Audrey Fleurot, qui est quelque chose d'historique, produit par Itinéraire Productions, Tony Lancret et Pierre Laugier. Oui. Est-ce que c'est une série qu'on aurait pu voir sur HBO Max? Je ne pense pas. Mais elle existe sur TF1, elle n'existerait peut-être pas, mais elle existerait peut-être sur une ou deux autres plateformes. Et puis, comme disait Louise, il reste quand même, et heureusement, des différences de ligne éditoriale. Voilà, on sait ce qu'on va un peu chercher sur Disney+, encore que, sur Disney+, on y voit Ousekine, qu'on aurait peut-être vu voir, là, pour le coup, sur HBO Max. Je trouverais, ou sur Canal+, peut-être, je trouverais dommage, par rapport à ce que tu dis pour conclure, que tout ça devienne un gros gloubi-boulga où toutes les plateformes sont mélangées, on va juste voir des séries, etc. Je trouve que quand même que c'est important qu'il continue à y avoir des différences d'offres, des différences de lignes éditoriales. Pourquoi? Parce que derrière ces différences de lignes éditoriales, il y a des gens comme Louise, comme Clémentine Gaillet qui travaille chez Netflix, voilà. Donc, il faut qu'il continue à y avoir des différences, j'ai l'impression, de lignes éditoriales, parce que sinon, tout ça, si ça ne devient qu'un seul et même gros tuyau, on va perdre justement, on va arriver à l'effet inverse. La multiplicité des projets va faire qu'on va perdre en unicité, en diversité. Oui, je pense que ça mènerait à une forme de standardisation. Et nous, au contraire, en fait, à l'intérieur même de cette explosion d'offres et de fenêtres, nous, notre but, c'est de nous singulariser au maximum. Donc, on affirme d'autant plus notre ligne éditoriale à la création originale. Donc, il y a vraiment cette... En fait, si vous voulez, votre question, c'est est-ce qu'il y a un duel d'écriture? Le processus d'écriture d'une série, c'est ce qu'on se disait. Il reste fondamentalement, je pense, le même en fonction des diffuseurs. Il y a un auteur, il y a des rooms, enfin voilà, ça dépend. Et puis c'est prototypal à chaque projet en réalité. Donc voilà, il y a ce phénomène-là. Et puis derrière, il y a les lignes éditoriales. Et ça, les lignes éditoriales et affirmer sa singularité, c'est important pour une chaîne, c'est son identité. Et nous, on affirme d'autant plus notre singularité qu'il y a de plus en plus de concurrents sur le marché. Vous souhaitez réagir ? Oui, non, pour aller tout à fait dans ce sens-là, c'est-à-dire que depuis très longtemps, dans les logiques industrielles, il y a la tension entre la norme et la marge.
Enfin, et ça, c'est depuis toujours. C'est déjà vrai pour Hollywood, c'est déjà vrai pour l'industrie cinématographique. Donc, plus il y a d'offres, plus il y a ce risque de standardisation, exactement. Mais plus aussi, il y a cet enjeu de l'original et de la singularisation. Donc ça, c'est vraiment une logique qu'il faut garder en tête parce que je pense qu'elle fonctionne depuis longtemps. Et même pour nous publics, là je parle en tant que spectatrice, on a à la fois une certaine confort de la norme, d'avoir des choses sur lesquelles on n'est pas surpris, puis ça roule, l'effet un peu charentaise de certaines séries, mais on est aussi en attente de la série originale qui va vraiment tout dépoussiérer, et tout renouveler, tout réinterroger et nous faire voir différemment les choses, etc. Donc, c'est une tension aussi qu'on a, nous, en tant qu'usagers. Très bien, eh bien, merci à vous. On va passer aux questions. Si quelqu'un a des questions dans la salle. Bonjour, j'avais une question par rapport à l'écriture des séries d'aujourd'hui, où on remarque qu'on n'est plus dans des séries comme les séries de Glenn Larson des années 90, mais on est dans une manière de penser des séries qui sont plus du côté de la mini-série et des séries qui se construisent en un seul bloc, du coup, comme vous le disiez au début de votre échange. Est-ce qu'au niveau de la conception, ça change comment dire, il n'y a pas une rivalité qui se crée du coup là pour le coup avec le cinéma, c'est-à-dire qu'on pense comme un film qu'on découperait dans lequel on mettrait des pubs. Tu veux commencer? Vas-y. Il y a les deux. Il existe encore des séries quasi bouclées où on peut faire 250 épisodes. Je recite l'exemple d'HPI. Je pense que les producteurs espèrent en faire 50 saisons. Et ça existe, et tant mieux, et ça existe encore. Après, maintenant, oui, récemment, lors d'une réunion avec Netflix, on s'est posé la question, en quoi est-ce que c'est une série en 6 ou 8 épisodes et pas un film? Et là, vous avez raison, c'est que parfois, on a un tout petit peu l'impression que certains films sont déclinés en série. L'exemple canonique que j'ai en tête, c'est Obi-Wan sur Disney+, où il y a même un utilisateur qui a dit « En fait, je vais vous le remonter en film ». Et il a pris les 6 épisodes et il en a fait un long métrage de 2h30 qui fonctionnait plutôt bien. Donc, je pense que ça force à s'interroger un peu sur la mécanique sérielle. Pourquoi est-ce qu'on fait 6 épisodes alors qu'on pourrait peut-être faire un film qui est une concurrence, mais il y a même une concurrence à un autre niveau. Si on regarde, l'univers Marvel est une grosse série dont on sort un épisode par an, mais si vous ramenez tous, si finalement c'est une seule grosse série. Donc oui, il commence à y avoir des petits recouvrements comme ça, et c'est pour ça que c'est intéressant, j'ai l'impression, quand on crée une série, quand on demande au spectateur 6 heures, 8 heures, 10 heures de son temps, de dès le début se poser cette question-là et de se dire, est-ce que je suis sûr que ça n'est pas un long métrage? Est-ce que je ne tire pas à la ligne? Est-ce que, et puis demander ce temps-là, c'est multiplier les intrigues, creuser plus profondément les personnages, multiplier les points de vue, explorer plus précisément un univers. C'est ça qui fait que parfois la différence entre une série et un film. Mais oui, il faut se poser cette question-là. En tant qu'auteur, en tout cas, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai une idée, je me dis, est-ce que c'est plus un film ou une série? Et si la réponse n'est pas claire, j'essaie de travailler jusqu'à avoir la bonne réponse. Oui, pour nous, c'est un de nos premiers critères de recherche, en fait. C'est-à-dire que quand on reçoit un projet, la première chose qu'on se demande, c'est est-ce que c'est une série ou est-ce que c'est un film? Et est-ce que c'est une série? Ça veut dire est-ce qu'il y a un concept qui est suffisamment moteur de récit pour se déployer en plusieurs heures de fiction? Donc ça... Et évidemment, ce qu'on recherche beaucoup, c'est la récurrence. Donc, en plusieurs, oui, c'est pas une mini-série, une série. Donc, un concept qui se déploie en plusieurs heures de fiction et en plusieurs saisons. Donc, ça, c'est un des premiers, c'est vraiment une des premières questions qu'on se pose. Et en fait, pour nous, une série n'est pas du tout un long film découpé en plusieurs épisodes, parce qu'il y a une logique épisodique en réalité. Même si on est sur du feuilletonnant, parce que la première question, je pense que tu posais, c'est il y a la différence entre le bouclé, c'est-à-dire une intrigue par épisode, et on peut regarder à la limite un épisode sans avoir vu l'autre, et puis le feuilletonnant pur, même si parfois il y a du semi-bouclé dans du feuilletonnant, etc. Et le feuilletonnant pur... où là, on a besoin d'avoir vu l'épisode précédent pour comprendre, et on a un feuilletonnant sur les arches narratives, les personnages.
Je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais voilà, merci. Donc même quand c'est du feuilletonnant, on a une logique épisodique. C'est-à-dire, en quoi est-ce que cet épisode 2, cet épisode 3 est un épisode de série? Donc on va rechercher un cliffhanger, enfin, un moteur en fait narratif pour revenir à l'épisode suivant. Donc ça, c'est très important pour nous dans l'écriture. Et puis à toujours maintenir le rythme aussi au fur et à mesure des épisodes, parce qu'en fait, on a envie que les gens viennent à l'épisode suivant. Et puis c'est ça qui fait qu'en fait c'est la nature même d'une série, c'est que l'histoire peut se déployer, donne envie de voir l'épisode suivant. Donc c'est pas du tout pour nous un long film découpé vraiment, et c'est essentiel dans nos choix de projets et dans notre manière de travailler avec les auteurs et les producteurs. Il y a une question qu'on n'a peut-être pas abordée, le peu de temps qu'il nous reste, c'est peut-être important, c'est justement ce que tu disais François avant. À contrario, par exemple, directement je pense à Irishman de Scorsese qui était sur Netflix, il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu en 4 épisodes, qui l'ont découpé eux-mêmes, qui ont charcuté le film et qui se sont dit on va regarder 3 morceaux de 3 quarts d'heure. Est-ce que c'est pas aussi un lien avec les usages que les gens font des séries? Canal se spécifie largement ou par rapport à Netflix par exemple, où on peut regarder des séries un petit bout de 20 minutes, où on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. J'ai vu récemment Inside Man avec David Tennant, qui ça fonctionne comme un film en fait, c'est 4 épisodes d'1 heure, mais c'est vraiment, il n'y a même pas de cliff limite, ça se construit vraiment comme un film avec les éléments déclencheurs, les péripéties basiques. On sent pas le côté série. Est-ce que vous prenez en considération ces usages-là des spectateurs? La question que tu poses est essentielle sur l'usage. En fait, si on regarde pas aujourd'hui, mais dans les 5 ou 10 années qui viennent, j'ai l'impression le concurrent de Netflix ne sera pas Canal+, le concurrent d'Amazon ne sera pas Apple. Le concurrent de toutes ces plateformes avec des séries, les concurrents seront TikTok et Instagram. Cet usage-là, il est en train, je trouve, il m'est arrivé, alors que j'étais au lit, je me dis je vais voir un épisode, et puis je lance Insta, puis je regarde 25 minutes de vidéo Insta, puis à peu près Insta, puis c'est la durée d'un épisode, et je vais me coucher. Au-delà du fait que c'est une vie assez triste. Public difficile, je plaisantais. Non, ce que je veux dire, c'est que cet usage-là, oui, on est aussi obligé de l'intégrer, y compris à des gens qui disent moi je ne veux pas, il y a des gens qui me disent je ne veux pas regarder de série parce que je ne veux pas impliquer 18-22 heures de ma vie dans qu'est-ce qui se passe à Westeros avec les dragons ou tout ça. Donc là la mini-série intervient, on dit voilà, vous nous donnez 6 heures, c'est un peu plus qu'un film que vous aviez la flemme d'aller voir au cinéma, mais vous inquiétez pas, il n'y en a pas pour 12 saisons. Donc la multiplicité de ces usages, de la vidéo de 30 secondes à la saison, tout ça existe et il faut effectivement l'intégrer et proposer à tout le monde. C'est pour ça que les plateformes font du 26 pour de la comédie, puis ça donne un peu plus de temps, c'est du 52. Mais oui, on essaye aussi de l'intégrer, mais on l'intègre aussi au niveau de l'écriture. On se dit que c'est simple, hein, s'il ne se passe pas quelque chose avant, on nous disait quand on écrivait un pilote, il serait bien qu'il se passe quelque chose dans les 5 ou 10 premières minutes, accroché. Là, c'est dans les 40 ou 50 premières secondes, qui est à peu près la durée d'une vidéo TikTok, parce que sinon les gens s'en vont. Et puis il y a une telle offre, même moi, mon père, il me disait ouais, j'ai commencé une série coréenne, au bout de 3 minutes c'était nul, je passe à une autre, puis une autre. 3 minutes pour convaincre, c'est vraiment là, on est dans le speed dating en termes de scénariste, il faut convaincre très très vite. On l'intègre aussi à l'écriture, mais il ne faut pas qu'on devienne esclave de ça. On continue à faire des œuvres au long cours, de la dramaturgie. On n'enchaîne pas les épisodes TikTok. Il y a un équilibre à trouver là-dessus. Oui, sur la différence série, mini-série, c'est encore une fois, c'est le contenu qui va définir le format. Il y a des histoires qui se racontent en 6 heures, en 5 heures, et qui n'auront pas de récurrence. Et puis il y a des concepts qui peuvent se déployer sur plusieurs heures et plusieurs saisons. Mais c'est toujours le contenu en fait qui va définir le format. Non, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais je suis très d'accord sur l'idée que là, la lutte, ça va être avec d'autres types de pratiques culturelles.
et y compris le jeu vidéo, par exemple, qui est une industrie qu'il ne faut pas oublier, parce qu'elle est extrêmement puissante. Elle devient la plus puissante, je crois, des industries culturelles au monde actuellement. Donc, c'est d'autres façons de consommer les images animées sonores, et d'autres façons d'être spectateur, et d'autres façons d'être usager des plateformes, etc., etc. Et là, ça se joue sans doute en partie maintenant. Enfin, je ne sais pas, je suis pas voyante. Mais oui, des choses bougent, y compris les publics, y compris nos pratiques. Donc, mais je ne sais pas, hein, enfin, après, c'est l'histoire qui le dira. Il y aura peut-être sans doute... Non, je pense pouvoir dire quand même qu'il y aura toujours du cinéma, il y aura toujours des salles, il y aura toujours des plateformes qui diffusent des contenus. Voilà. Je ne dis pas qu'il y aura une disparition d'un média ou d'un médium au profit d'autres. Ça va sans doute coexister. Mais il faut voir comment les choses vont se redéployer, y compris d'un point de vue industriel. Spotify n'a pas complètement tué le concert. Donc, il y a toujours des pratiques diverses, des publics divers et des choses qui se redéploient. Peut-être une dernière question. Ouais, hop, nickel. Quand une série s'arrête sur une plateforme, c'est dû à quoi? Par exemple, je prends l'exemple de Grande Armée. Il y a eu la saison 1, puis... Comment? L'exemple de Grande Armée, qui était une série sur Netflix. Il n'y a que la saison 1, puis du coup, on n'a plus la saison 2. Et c'est dû à quoi, par exemple? Enfin, pourquoi Netflix a arrêté de mettre la série, en fait? L'audience. C'est le marché. C'est comme ça. Alors, soit la star n'avait pas signé le contrat, puis ils n'ont plus la star, mais en général, ça se remplace. C'est vrai que c'est... Comme sur beaucoup de plateformes, Netflix a la possibilité de voir combien de gens regardent la série de façon très précise, combien de gens la commencent, combien de gens la continuent, combien de gens la terminent. Et en général, il y a 2 raisons pour lesquelles une série peut s'arrêter. C'est parce que l'auteur, le créateur, le réalisateur estime avoir raconté ce qu'il avait à raconter avec cette série-là. Et ça peut être le cas, par exemple, d'une série comme Family Business, où après 3 saisons, voilà, l'histoire de la famille Hazan avait été racontée. Et puis l'autre raison, c'est l'audience, c'est-à-dire que les spectateurs ne sont pas au rendez-vous et que même si la saison 2 a déjà été conçue, écrite en partie, le diffuseur estime que par rapport au coût de production, par rapport au nombre de gens que ça intéresse, c'est pas valable, mais ça existe depuis toujours sur tous les networks américains, bien avant qu'il y ait les plateformes, etc. On lance un pilote, on lance une première saison, et puis à la fin de la première saison, est-ce que c'est continué ou est-ce que c'est cancelled? Voilà. En général, je ne connais pas l'exemple précis de la série dont vous parlez, mais sur certaines séries Netflix et autres qui se sont arrêtées au bout d'une saison, l'une des principales raisons était le manque de rencontres avec le public. Oui, non, sur la logique d'audience, c'est vrai que nous, on fait aussi des séries, on regarde de très près les chiffres de nos séries, donc c'est très important qu'elles soient vues. Mais ce n'est pas non plus ce qui gouverne complètement la commande de nos séries, puisqu'on va aussi aller dans une logique créative d'accompagnement d'auteurs et de réalisateurs auxquels on croit beaucoup, qu'on trouve vraiment formidable, comme Paolo Sorrentino et The Young Pope, qui est une série qui n'a pas explosé les records d'audience, mais dont on pense qu'il est très important qu'une chaîne comme Canal+ accompagne la diffusion. Et donc on va faire la 2e saison, parce que là on est dans une logique purement créative, où pour nous accompagner des talents de cet ordre sur notre chaîne est très important. Donc la logique d'audience, évidemment, c'est très important pour nous, mais on n'est pas que là-dedans sur la chaîne. Merci. On revient du coup sur cette logique de ligne éditoriale de Canal+. En tout cas, on arrive déjà à la fin de cette table ronde. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette table ronde et répondu à cette invitation. Et merci à vous d'être venus et d'avoir montré votre intérêt. Voilà, bonne journée, bon appétit parce qu'il est là.